Alors, la Dune Kapsrout, ça veut dire juger favorablement son prochain. Alors, écoutez, c'est un travail, c'est des efforts à fournir, on va voir nous-mêmes ensemble, mais après, par la suite, ça devient comme un réflexe. Alors, regardez, on revient sur cette petite fille qui est à côté de la table dans la salle à manger, et la maman qui vient et qui lui dit « Regarde ma chérie, donne-moi une pomme ». Et il reste que 3 pommes dans la coupe. Alors, la petite fille, vous vous souvenez de cet exemple? Elle croque la première, elle croque la deuxième et elle croque la troisième. Alors, celle qui n'était pas la dernière fois, et qu'est-ce qu'on peut penser? Quelle écurie! Comment je lui demande une pomme et puis elle les goûte toutes et puis moi j'attends? Alors, attendez, avant de bouillir et de réagir, c'est ça, la recette. Voilà. Même dans le couple, la meilleure des choses, c'est de se calmer, d'attendre et de voir les choses venir. Alors, la petite fille, elle vient et puis elle lui dit, maman, c'est celle-là la meilleure. Comprenez? Comprendre et se mettre à la place de la personne. Alors, la définition, c'est certes juger la personne favorablement, son prochain, et c'est écrit dans le verset « Kol Adam », quelle que soit la personne, ni plus petite ni plus grande. Ça veut dire quel que soit l'âge. Alors, son prochain consiste de voir positivement et en reconnaissant ses sroyotes et ses mérites. Ici, cet enfant, elle a été elle a voulu pour sa maman le meilleur. Elle s'y est peut-être pas très bien prise parce que la maman, peut-être qu'elle attendait et puis qu'elle a vu comme ça qu'elle a croqué dans toutes les pommes. Alors elle s'est dit, alors qu'est-ce qui me reste puisqu'il n'y en a que 3 dedans? Mais Kapsrout, ça veut dire d'abord comme une balance, vous voyez, comme dans une balance. Et chercher à voir bien, à voir positivement. Alors, bon, ça c'était un exemple. Alors, comment s'exprimer? Et la maman peut à ce moment-là féliciter. Alors, je vous ai mis certains adjectifs. Féliciter, admirer, impressionner. Il faut le dire avec des mots. Apprécier, trouver bien. Et c'est réjouissant. C'est réjouissant il faut juger d'un bon œil. Et dès le moment où on a jugé d'un bon œil, alors évidemment, vous avez toutes des exemples dans votre vie, dans votre vécu, dans le journalier, où il y a des circonstances, hein, où on voit des choses. On a vu, la dernière fois, on a vu par rapport aux voisins, et il y a toujours une petite... où on va sauter, où on va se... manifester un sentiment de révolte. Et il faut d'abord, en toute chose d'ailleurs, hein, en toute chose, il faut d'abord se calmer et voir les choses venir. Et avoir un bon œil. C'est la recette dans juger favorablement. Mais sachez, mesdames, c'est pas une qualité, c'est pas une mida qu'on cherche à voir ici. C'est un commandement. Ça fait partie des 613 mitzvot. C'est pas on a beaucoup de sujets, la paracha, etc. à traiter, mais si on s'arrête là-dessus, c'est que vraiment il y a de quoi faire. Alors, on voit que la meilleure des choses, c'est de voir que, au lieu de suspecter, de donner 50% et 50%, 50-50. D'abord, vous questionnez et après, tout de suite après, il faut faire la balance et voir que peut-être que derrière tout ça,
il y a des circonstances atténuantes. Alors, il y a un autre exemple, vous devez connaître ce petit sketch. C'est une petite fille qui est, je pense que c'est Tora Box qui l'avait fait. C'est une petite fille de 12 ans qui est dans le bus et elle est assise gentiment. Et voilà que le bus se remplit et voilà qu'il y a une personne âgée qui vient à côté d'elle et qui la regarde comme ça. Et la petite fille, évidemment, elle ne bouge pas et elle ne bouge pas. Et elle ne me regarde même pas, vous vous rendez compte? Et puis elle s'adresse aux gens autour. Il y avait des messieurs, il y avait plein de gens, et puis plein de gens arrivent. Mais vous vous rendez compte, le toupet, la chospa, et puis il n'y a plus d'éducation. Mais où on en est arrivé, il n'y a plus de trinour. Mais c'est affreux. Et puis voilà, on va dire toutes sortes d'adjectifs. Et puis voilà que la petite fille, elle fait semblant de ne pas entendre, mais elle est en train de se manger le cœur parce qu'elle comprend que maintenant tout le bus est en train d'amplifier. Hein, c'est comme la petite boule de neige qui tombe en haut de la montagne et puis quand elle arrive en bas, elle est énorme, c'est l'avalanche. Jusqu'au moment où une jeune fille vient, la soulève et la soit sur une chaise roulante. Et là, cette dame âgée, elle a compris qu'elle a mal agi. Mais pourquoi en arriver là? Je vous pose la question. Pourquoi en arriver là? Pourquoi, sincèrement, c'est quelque chose que je connais, mais moi, ça me donne des frissons. Pourquoi et juger? Pourquoi et peut-être que cette petite fille, elle a, même si elle n'a pas été bien éduquée, ok, taisons-nous. Elle veut vous donner la presse, demandez-lui. Et elle vous dira, je peux ou je ne peux pas. Mais demandez-lui, exprimez des mots. Bon, on voit dans la paracha de cette semaine, la paracha Chaye Sarah, Eliezer qui arrive avec Rivka. Alors, je vous donne des exemples, hein, comment on juge vite. Et puis Abraham va dire à Yitzhak, assure-toi qu'Eliezer n'a pas approché Rivka. Pourquoi? Parce que l'immoralité cananéenne, on la connaissait. Et elle était connue. Et bien, sachez que Eliezer est considéré comme un tzaddik, et pour avoir douté de lui, pour avoir porté des soupçons, hein, pour avoir donné un mauvais jugement, Akadosh Baruch Hu va le rentrer vivant au Gan Eden. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça, hein. Il y en a 4 ou 5 ou 6 ou 7, pas plus. Voilà, il n'y a pas beaucoup. Alors, ça a été une récompense pour lui parce que il a été jugé, et c'est très grave parce que elle avait aussi Dvorah Sadmouris qui était avec elle. Alors, à présent, on comprend un peu mieux que juger favorablement son prochain demande quand même un effort. Un effort, celui de ne pas sauter, de ne pas sursauter, celui de ne pas agir. Mais pensons d'abord à la situation, comme une balance. Voir le côté, le kafsrout, c'est ça, la donne kafsrout, donner du mérite à la personne. Voilà. Pourquoi la pauvre gosse, pourquoi lui avoir fait tant de mal? Ça lui a fait du mal. Elle n'est pas sourde. Elle est infirme, mais elle n'est pas sourde. Elle a entendu ce remue-ménage dans tout le bus. Regardez un peu. Oui, 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 mais même si elle n'était pas infirme, avoir du doigté, pourquoi faire du mal? Tu veux la place? Demande-la. Soit, voilà, vous savez, je vous dis la vérité, très souvent, je rentre dans le bus, il m'arrive de demander à des enfants, évidemment, je ne vais pas demander ça à des adultes,
Mais au lieu de tituber dans le bus, surtout que nous, on a un grand trajet, et je ne vous dis pas, hein, même assis, je vous assure, je m'accroche. Eh bien, il m'arrive de demander. Voilà, et avec Kavod, même si c'est un petit garçon ou une petite fille, avec Kavod, et je le remercie, pas une fois, mais 2 fois, mais je le remercie. Et soyons, voilà. Et il y avait dans une yeshiva un avraire qui n'avait même pas de quoi subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire le pain quotidien. Et ils ont un mashgiach, ils ont quelqu'un sur leur tête et qui connaît chacun avec ses difficultés. Et donc le mashgiach qui a été un rav qui était très très doux, il a été chez chaque avraire, il leur a dit, regardez, si vous êtes d'accord, notre ami est vraiment dans la gêne, si vous pouvez tous les mois donner chacun 20 shekels, ça l'aidera au moins dans son quotidien. Tout le monde était d'accord. Et tous les fins de mois, le mashgiach donnait une petite enveloppe à cet avraire sans que personne discrètement. Voilà qu'un jour, sur le tableau d'affichage de la yeshiva, on trouve une carte d'invitation. Alors, alors, tout le monde est très content, tout le monde, c'est leur copain, tout le monde part au mariage, tout le monde le réjouit. Mais le standing était vraiment élevé. D'abord dans la salle de Vachgal, je ne sais plus, Vakshal, et tout le monde sait que c'est une très très belle, c'est une salle qui est le top de Bnei Brak. Et voilà que le menu était très raffiné et qu'il y avait de la belle vaisselle. Mais comment il a fait ça? Mais c'est pas possible. On lui donne 20 shekels tous les mois. Et comment il se permet? Mais, et voilà que ça a couru, et d'un à l'autre, la fin du mois, personne ne lui a donné l'enveloppe. Alors, il est parti chez le mashgiach, il a dit pourquoi il n'y a pas d'enveloppe ce mois-ci? Alors le mashgiach, il lui a dit parce que, écoute, pour nous tous, tu as suffisamment les moyens, puisque tu as pris une très belle salle. Alors, bravo, tu sais faire la balance. Alors, il lui a dit comme ça. Il est parti chez le traiteur, il a été demander la permission, il est revenu chez le mashgiach. Il a dit, voilà, je veux vous dire quelque chose. Dans Vakshal, il y a une très belle salle immense. Mais dans les sous-sols, il y a une toute petite salle qui, très peu de personnes sont invitées. Et je suis partie là-bas, il raconte à son Rosh Yeshiva, à son responsable, je suis partie là-bas, j'ai demandé la petite salle qui est en bas et j'ai essayé de monnayer pour serrer le prix, pour que tout soit vraiment juste ce qu'il faut. Et après débat sur débat, on a arrêté. Alors, comment on arrête une salle? On donne le nom, on donne la Théoudat Zéhout, on donne des preuves de votre identité. Et là, le traiteur, il a failli se trouver mal. Il lui a dit, tu fais partie de telle et telle famille? Il lui a dit, c'est mon père. Ou ma grand-mère, je sais plus. Excusez-moi, je vous demande pardon, je ne me souviens plus. Alors il lui a dit, mais pendant la Shoah, il a sauvé ma famille. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. On t'a cherché, on a tout déployé pour te trouver. Écoute-moi bien.
ce mariage, c'est moi qui l'organise. Ça veut dire que je te demande une chose. Tu viens avec ta simcha et laisse-moi faire les fleurs, le photographe, l'orchestre, c'était le plus coté, évidemment que ça a fait un flash. Alors, il lui a dit, au début, il m'a dit de ne pas parler, donc je me suis tue, je ne vous ai rien dit. Mais maintenant que je suis face à mes responsabilités, je suis obligée de vous révéler la vérité. Comprenez? Pourquoi porter des jugements? Pourquoi porter des jugements? Pourquoi se faire mal? Pourquoi être obligé de justifier après? Regardez cette dame âgée. Maintenant, quand elle a vu la petite monter sur la chaise roulante, elle est devenue blanche, elle ne savait plus, mais elle n'a même pas pu dire pardon parce que rien ne sortait. Pourquoi réagir comme ça? C'est tellement formidable de se maîtriser. Et puis, c'est pas ça, c'est que dans les familles, dans le couple, par exemple, si on commence à juger mal, et ben alors, après, ça se voit, ça se sent, ça... Regardez, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est passé dans les informations de partout. Dans mon immeuble, un étage en dessous, nous avons une famille d'Éthiopiens. Des tzadikim sur terre, des tzadikim sur terre. Si vous savez le Shabbat, on a envie de se taire pour écouter les mirotes. Alors, ils ont une chambre, hein, ils ont une chambre et ils ont fait une méritza. Alors, il y a le côté parent, il y a le côté enfant. 4 enfants dans une pièce. L'enfant a eu la rougeole. Il ne s'est pas senti bien, on l'a hospitalisé. Je pense qu'il a eu le premier vaccin, mais il n'a pas eu le deuxième. Je ne sais pas ce qu'il a eu. J'ai demandé à la maman combien de temps il est malade, que je ne me suis pas aperçue. C'est un gosse qui était adorable, 7 ans. Et on pense qu'il a contracté un virus ou autre chose à l'hôpital. Et donc, il a rejoint le Olam Haemet. Alors, écoutez, alors maintenant, les gens vous arrêtent dans la rue et vous disent « Ah, ils sont stupides les gens qui ne font pas les vaccins. » Mais tais-toi. On est déjà dans un tsar, on est vraiment dans une peine terrible. Pourquoi ajouter? Pourquoi ajouter? Moi, j'ai été voir la maman. Maintenant, quoi lui dire? Quoi lui dire? Alors, elle me regarde, elle me fixe comme si elle attendait. Elle est beaucoup plus jeune que moi. Et quand elle a un petit souci, alors elle vient, elle m'amène le bébé, un bébé de 2 mois, donc elle vient d'accoucher. Et donc, on a un kécher comme avec un bon voisin, quoi. Et donc, un bon contact. Et alors, je lui ai dit, écoute, dans la paracha de Chaye Sarah, là, je peux parler de la paracha, hein, c'est un bon exemple, ok. Dans la paracha de Chaye Sarah, il est écrit que c'est pas tellement bien d'avoir les cheveux gris. Pourquoi? Parce qu'on vient ici dans ce monde pour une mission. Celui qui remplit vite sa mission, l'âme, elle ne veut pas rester ici. Elle veut repartir chez Hachem. Elle veut rester aux côtés d'Hachem. Maintenant, celui qui a plus de temps pour comprendre sa mission, donc il reste plus longtemps sur Terre. C'est pour ça qu'on voit des personnes très, très, très âgées qui disent « je veux partir, je veux partir ». On a une de nos anciennes amies, Lydia Lévy, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, Lydia Lévy, on est en contact.
Et elle me dit, mais alors jusqu'à quand je vais rester dans ce monde? Elle est mignonne comme tout, elle rit, mais elle en a marre. Alors, je lui ai raconté à cette maman, en essayant de la soulager, je lui ai raconté l'histoire de cet homme qui voulait faire un mikvé, qui a eu beaucoup de temps pour avoir un bébé, hein, et quand il a eu un bébé, il a voulu pour sa ville faire une mitzvah qui élèverait la ville. La ville n'avait pas de mikvé. Donc, il a fait un mikvé de toute merveille, moderne, tout ce qu'on veut. Je vous l'avais déjà raconté. Et voilà que le jour après 2 ans de construction, de fignolage, pour que toutes les femmes aient envie vraiment de faire cette mitzvah, ils font le Hanouka Bayit du mikvé, l'enfant tourne autour, tac. L'enfant, le papa était inconsolable. Alors, oui, l'enfant est mort dans le mikvé. Alors, évidemment, les bouches ont commencé à parler. Oui, ils l'ont pas surveillé. Oui, ceci, oui, cela. Bon, la doune kafsrout. Bassof, le père était inconsolable, jusqu'au jour où il a fait un rêve. Et là, c'est une grande lacune de ma part. J'ai oublié de quel rêve il s'agissait. Un rave est venu et lui a dit, voilà, moi, je suis parti en Kiddush Hashem. La halacha, quand quelqu'un part en Kiddush Hashem, ça veut dire comme nos soldats, par exemple, qui sont tués, ou comme quelqu'un qui est tué parce qu'il est juif. Alors, on lui fait pas la toilette, on l'enterre avec ses vêtements comme ça. Voilà. Alors, le Rav, dans le rêve, il lui dit, moi, toute ma vie, j'étais makpide, j'ai toujours été, j'ai toujours fait la mitzvah du mikvé, tous les jours de ma vie, j'ai fait le mikvé. Et ce jour-là, j'ai pas fait le mikvé. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, comment toute ma vie, j'ai fait le mikvé, et ce jour-là, je l'ai pas eu, et je reste sans mikvé ce jour-là. Et à Kadosh Baruch Hu, devant la peine que j'avais, il m'a ramené sur terre, dans l'âme de cet enfant, pour faire mon dernier mikvé et me reprendre. La mission de ton enfant, c'était que je fasse le mikvé. Et tu pleures? Je lui ai dit, je pleure plus. J'ai compris. Alors je lui ai dit que la Neshama est revenue, un Gilboul Neshama. Et donc, ce que je veux dire là, l'enfant a fait sa mission. Et mon mari me disait qu'il venait au Beth Knesset avec son père, et quand son père lui enseignait, il lui posait des questions, et le père lui disait, ben, je ne sais pas te répondre. Il avait une voix très perçante, c'était très mignon, il avait une voix de bébé encore. Bon, alors, vous comprenez, pourquoi parler? Il n'a pas fait de vaccin premier, il n'a pas fait le deuxième vaccin. Pourquoi parler? La peine est assez grande comme ça. C'était des parents qui étaient irréprochables, d'une propreté, cette maman. Je ne peux même pas vous décrire. On a été obligé avec une avocate de rentrer chez elle, et la première chose qu'elle a vue, elle a dit, qu'est-ce que c'est cette propreté? 4 enfants, et si vous voyez comment sa maison était tenue, et comment ces enfants n'étaient jamais livrés à eux-mêmes, ils allaient au jardin que avec la maman. Donc, on doit en toute chose faire la part des choses. Alors, et c'est bien écrit. Alors, l'école Adam la donne Kafsrout. Ne te précipite pas à juger mal. Et on a vu donc, même dans Chaye Sarah, avec Eliezer. L'histoire de la petite fille et le scandale, on l'a vu.
Alors, donc, il faut se méfier en quelque sorte des jugements rapides. S'il est louable de s'empresser pour faire une mitzvah, eh bien, au sujet de la bouche et de la langue, d'ailleurs, Hachem nous a mis comme des gvouls, des barrières, et il faut savoir se freiner et ne pas se précipiter. Il y avait dans un train un jeune homme de 25 ans, et il y avait son papa à côté de lui, et en face de lui, il y avait un couple de personnes. Et le garçon qui dit à son papa, en regardant par la fenêtre, « Papa, regarde, les arbres vont vers l'arrière. » Alors le père, admiratif, sourit à son enfant. Et puis après, il dit, « Papa, regarde, les nuages sont en train de nous suivre. » Alors le père, encore une fois, est souriant. Alors les gens d'en face, qui n'arrivaient pas à se contenir, ils lui disent, mais vous ne croyez pas que vous devriez l'amener à l'hôpital voir un bon médecin? Il y a des gens méchants. Non, c'est des gens qui ne savent pas se maîtriser. Et c'est vrai que la Doun Kasfrout, c'est chercher des mérites aux personnes. Et je vous assure qu'on y arrive. Mais hormis cela, ça nous amène à nous maîtriser en toutes circonstances de la vie. Vous savez, dans un couple, comme les choses, elles peuvent s'enflammer. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui... Moi, je remercie Akadosh Baruch Hu d'être mariée à un Israélien. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas et que je veux lui dire zut, il ne comprendrait pas. Alors, je me maîtrise. Voilà. Mais il est vrai qu'en plus qu'il est israélien, il est kurde. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais les Kurdes, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne l'ont pas au pied. Ça veut dire que j'ai trouvé le truc. Quand il était en colère, parce qu'il a reconnu qu'avec moi, il n'est plus en colère, et quand il se mettait en colère ou quand il disait quelque chose qui n'était vraiment pas à mon goût, alors j'attendais, parce que ça peut durer longtemps chez eux. Alors j'attendais, des fois il fallait attendre peut-être plus d'une semaine, presque, voire un mois. Et puis après, je lui disais, je le gonflais, je lui disais, tu sais, tu as sûrement raison. Hein. Alors, mais explique-moi ton comportement parce que je n'ai pas très bien compris. Je veux juste comprendre. Je ne veux pas remettre les choses sur le fait. Bon, et comme c'est un Ben Torah, Baruch Hashem, après, il s'excusait et il sait s'excuser même auprès des enfants. Mais vous comprenez, il faut mettre de l'eau sur le feu. Il ne faut pas attiser le feu. Et il faut réfléchir, se maîtriser, savoir être celui qui maîtrise la situation, pas celui qui subit le pauvre. Maîtriser la situation. Vous savez, quand un enfant, il est très énervé, eh bien, les psychologues vous diront, saisis-le. Pourquoi? Parce que quand vous le saisissez, ne faites pas ça avec votre mari, hein. Quand vous le saisissez, il est réconforté. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là et qui le maîtrise, qui maîtrise la situation. C'est à ça qu'on doit ressembler. Maîtriser la situation, quel que soit et ce qui est très important et ce qu'il faut ressortir de tout ça, c'est que on doit essayer de se mettre à la place de la personne. D'ailleurs, les Chachamim nous disent et nous précisent
bon, le sabbat de Kélem, il nous recommande de juger son prochain favorablement, que c'est une mitzvah de juger positivement, à plus forte raison s'il répond aux critères. Ça veut dire si il étudie la Torah ou les fakot, s'il est Yirat Shamayim. Mais quel que soit, c'est tout homme, c'est une obligation de juger favorablement. Cette mida, cette qualité fait partie des 613 mitzvot. C'est clair? Rabbi Chia, on parle des couples. Il avait une femme qui lui rendait la vie amère. Et lui, c'était un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait pour le judaïsme? Eh bien, malgré tout, à chaque fois qu'il voyait quelque chose de beau, il lui achetait. Un jour, son élève, il lui a dit, Rabbi Chia, elle te fait la vie amère et tu lui fais des cadeaux. Il lui dit, écoute-moi, l'essentiel, pour moi, vous voyez, il faut faire la balance des choses. C'est qu'elle élève nos enfants et qu'elle m'évite de faire la faute. Il a, malgré tout, non seulement il lui a trouvé des srouillottes, des mérites, mais en plus, il a respecté. Et pourtant, ce n'était pas facile. Il y avait aussi un autre rab, si vous vous souvenez de ça, et quand il lui demandait des pois chiches, il faisait des lentilles. Vous vous souvenez de ça? Hein? Eh bien, un de ses fils, un jour, il a dit, papa, il veut des lentilles. Alors, elle lui a fait les pois chiches. Alors, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça, maman? Elle lui a dit, ben, comme ça, tu reçois ce que tu aimes, papa. Il lui a dit, non, laisse-la tranquille. Il a pris la défense de sa femme. Vous comprenez? Et le but de tout ça, c'est de rester dans le shalom. Il y a beaucoup de balagan au niveau des voisins. Mais il y a beaucoup de choses qui s'estomperaient si on savait faire la part des choses. Regardez, on nous cite un autre exemple. Un voisin était en micmac total, je ne sais plus où je l'ai mis d'ailleurs, avec un de ses autres voisins. Je vais y arriver. Et le temps passé, voilà qu'il reçoit une carte d'invitation. Ah, mon voisin ne m'en veut plus, j'ai reçu une carte d'invitation. Il a une simra, alors il ouvre l'enveloppe. Le carton est vide, le carton est blanc. Alors il est scandalisé. Oui, il se moque de moi, et c'est parce qu'il ne veut pas que je vienne. Et alors il va voir son rave. Alors le rave lui dit, avec beaucoup de sagesse, il lui dit, écoute, pense bien. Des fois, et c'est vrai, des fois, dans les grandes familles, on assoit les enfants et on leur dit, tu prends l'enveloppe, tu la mets comme ça, tu prends une carte, tu la mets comme ça, tu fermes l'enveloppe, tu la fermes et on l'envoie. Alors, peut-être que dans toutes les cartes, il y a eu une imperfection, il y a eu des cartes qui sont sorties blanches. Mais on n'a jamais vu ça. Oui, ça peut arriver. Les cartes, elles rentrent dans la machine. Peut-être que 2 cartes sont restées collées. Une est passée blanche, vide. Bon, alors il lui dit, alors ça veut dire que je dois aller? Oui, ça veut dire que tu dois y aller. Alors il lui dit d'accord. Le lendemain, le rave reçoit une invitation. Vous croyez ou pas, le roi était stupéfait. L'enveloppe était blanche. Il est parti chez son élève, il lui a montré, voilà, tu vois. Entre-temps, le voisin le rencontre. Il lui dit, je veux te voir sous la roupa, déjà. Tu viens tôt, hein.
Vous voyez, qu'est-ce que ça... Même si le carton, il est blanc, mais vous avez reçu avec le timbre et vous avez reçu dans votre enveloppe, dans votre boîte. Alors, laissez courir. Regardez. Hein? Oui, non, mais c'était le voisin, donc tout le monde était au courant. Oui. Alors, l'histoire de Barkhamsa, on ne sait pas si c'est vrai, hein, cette histoire. La Gemara a dit, bon, mais ils sont venus, ils ont donné au fils, Barkhamsa, c'est le fils qui a ouvert la porte, et on dit que c'était un renégat, c'était un enfant qui était très rebelle et qui faisait n'importe quoi de son judaïsme, et c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas eu la possibilité de réagir, parce que tout le monde savait qu'il faisait Bekavana des fautes. Mais moi, je suis pas... je me suis beaucoup attardée sur ce sujet pendant des années, et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a aidé à trouver... mais ce que moi j'ai trouvé, c'est que les Chachamim n'ont pas réagi parce que c'était un enfant rebelle et qu'il faisait Dafka. Mais il y a d'autres histoires. Il y en a un en face du Beth Knesset, le jour de Yom Kippour, qui fumait sa cigarette. Et puis le petit jeune qui avait voyagé avec lui dans l'avion d'Amérique en Israël et qui lui avait dit j'ai vu votre nom sur votre pain. Vous êtes juif? Alors il lui dit oui. Vous voyez de quelle histoire je parle? Alors il lui dit oui, je suis juif. Alors vous êtes juif et vous mangez non cachère? Il lui dit oui, je mange non cachère. Alors il lui dit et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Vous ne trouvez pas que c'est un... Il lui a dit regarde mon petit, tu es jeune. Tu vois ce qu'elle a? Il lui a dit comme excusez-moi, c'est pas dans mon langage, comme Dieu il m'a oublié, et ben moi aussi je l'oublie. Le jeune s'est tu, et il a continué le voyage, il n'a plus rien dit. Il le revoit face au Beth Knesset, à Kippour, et il dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce juif? Et puis il le reconnaît. Alors il va vers lui et il lui dit, tu sais que c'est Kippour aujourd'hui? Il lui dit oui. Et tu fumes? Oui. Je fume et je sais que c'est Kippour. Alors il lui dit, et ça ne vous gêne pas? Il lui dit, comme Dieu il a pris son fils, eh ben moi je suis à Kippour en face du Beth Knesset, oui. Il lui a dit, vous acceptez de rentrer avec moi dans le Beth Knesset? Il va y avoir les scores. Est-ce que vous acceptez de venir, de faire ça pour votre fils? Non. Et puis il se met à pleurer. Il lui dit, et tu rentres avec moi? Alors il lui dit, je rentre avec toi. Alors évidemment, c'était un monsieur très âgé, il attrape. Je vous dis sincèrement, c'est pas évident de raconter. Il rentre et puis il attrape et puis il amène jusque devant le Chaliar Sibour, le Khazan, et puis il lui dit s'il vous plaît, si vous pouvez prendre le nom de son fils. Alors il lui dit le nom, j'ai oublié les noms, excusez-moi. Et voilà que le Khazan se trouve mal. Alors le Khazan revient à lui, il lui dit vous pouvez répéter le nom? Ah, il répète le nom. Il lui dit papa, c'est moi, je suis ton fils. Et il s'attrape, ils n'arrivent plus. Et il se met à pleurer. Il lui dit mais ils m'ont dit que tu étais mort. Et des années après, eh bien, vous voyez, comment peut-on juger? J'étais la semaine dernière
j'ai amené mon mari faire, encore mon mari, faire des soins, des dicotes, là, il fallait 4 heures de dicotes, et il y avait plein d'Arabes, évidemment. Alors, il y avait plein de salles, c'était comme des cubes, et j'ai trouvé une petite salle où il n'y avait personne. Alors, on s'est mis là-bas, et puis, évidemment, et puis il y a un petit couple qui est venu, le monsieur en short, comme ça, il était en face de nous, la dame en pantalon, avec son téléphone qui ne s'arrêtait pas. Et puis tout d'un coup, elle me sourit. Bon, alors, elle me sourit, je lui souris. Ça coûte rien. Et puis, je sais pas comment la discussion est arrivée. Et alors, elle dit, oui, je suis juive, mais je ne crois en rien. Alors, il y avait avec nous une autre jeune femme. Elle a commencé à lui parler, je lui ai fait signe. Elle m'a dit, toute ma famille est partie dans les camps de concentration. Elle n'a jamais eu d'enfant, elle. Mais 4 heures, hein, elle était collée à moi. Pourquoi moi? Et elle a vu que mon mari, il était talit, vous savez, il faut ouvrir, il faut fermer, talit, kova, kippa, et moi, elle voit que je ne suis pas... alors, on a commencé à parler comme ça. Elle n'est pas religieuse du tout, elle ne fait rien du tout, mais elle a trouvé que j'ai très bien fait. Elle m'a demandé d'où je viens, elle m'a dit, vous avez un accent fort. Alors, j'ai dit, oui, je viens de France. Et elle me dit, vous avez très bien fait de venir en Israël. J'ai dit, pourquoi vous aimez tellement Israël? Pourquoi vous n'avez pas abouti en Amérique ou ailleurs? Elle me dit, parce que je suis juive. Je lui ai dit, vous avez entendu ce que vous avez dit? Je n'ai rien à dire. Je lui ai dit, je n'ai rien à dire, je suis incapable. Moi, je ne suis pas capable de trouver quelque chose pour penser la douleur de la Shoah. Je suis incapable. Mais elle était collée à moi. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde, hein. Elle m'a dit, je vous aime beaucoup. Je lui ai dit, moi aussi, Béhémet, Béhémet. Et je lui ai dit, vous savez pourquoi je vous aime beaucoup? Parce que vous êtes ma sœur juive. Mais elle qui était comme ça avec son téléphone et elle faisait rien d'autre avec les écouteurs et tout, elle a tout enlevé. C'était fini. Elle avait besoin d'un rapprochement, mais d'un rapprochement avec la Torah. Donc, ne pas juger les gens. Pourquoi c'est là? Ils croient en rien. Mais qu'est-ce que je fais avec elle? Moi, je n'ai pas besoin, je perds mon temps. Je vais lire, non, je lui ai accordé tout mon temps. La Doun Kafsrout. La Doun Kafsrout. Et je vous assure que dorénavant, elle verra Kippour autrement. Alors, qu'est-ce qu'on on a vu le Rav Frida. Et donc, le Kafsrout, c'est juger son prochain. Kol Adam, on a vu chaque homme. Celui qui juge favorablement son prochain, de même, Akadosh Baruch Hu nous juge. Et voilà, la Gemara qui revient et qui nous cite. Tout comme nous, on juge, aussi les Chachamim nous recommandent de se maîtriser avant de juger une personne. Demandez-vous, comment aimeriez-vous qu'on vous juge en pareille situation? Savoir chasser ses pensées négatives. Et on a toujours cette façon de juger d'abord négatif. Ah, celui-là, je l'ai vu faire ça. Ah, celui-là, Alors, afin d'éviter de juger l'autre négativement, rappelez-vous que vous n'avez pas toutes les données de son histoire et jugez-le comme vous seriez jugé vous-même. Alors, ça on l'a fait, bravo. La Gemara énumère 6 actes. Et la Gemara pose la question suivante. Laquelle est la plus difficile? Alors, Arnasat Orlim. Vous savez que ça amène Nissim Viniflaot. On l'a vu dans la Paracha Vayera. Abraham veut... Hachem lui demande son fils.
il lui donne pas le temps de l'égorger, qu'il lui donne un substitut, un bélier. Pourquoi? Il a vu ce miracle parce qu'il savait faire Arnasat Orim. Et il y avait aussi un autre exemple que j'avais remarqué. Toujours dans la paracha de Vayera, on voit la Haftara, que la Shulamite qui a construit une mezzanine avec un lit pour Elisha, eh bien, elle a mérité que son fils soit ressuscité. C'est un grand miracle. Alors, ça c'est pour Bikur Cholim. Bikur Orim. Orlim, Ardasat Orlim. Arshav, deuxième, c'est Bikur Cholim. Bikur Cholim, on dit que de visiter aux malades, ça allonge les jours. Ça nous amène à venir d'avancer en âge. Le troisième acte, c'est l'approfondissement de la prière, la tfila, qui répond à toutes les situations. Celui qui fait la tfila, il est en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Quatrième, c'est se lever tôt pour prier avec le minyan au Beth Knesset. La cinquième, c'est la Gemara qui cite tout ça. La cinquième, c'est éduquer ses enfants en leur enseignant la Torah. Et on sait que enseigner la Torah, c'est au-dessus de toutes les mitzvot. La sixième, juger autrui favorablement. Alors la Gemara, elle demande, quel est l'acte le plus difficile? Le dernier. Vous avez trouvé, madame. J'espère qu'on vous revoit la semaine prochaine. Hein? Alors, et pourquoi? Parce que c'est celui qui donne le plus d'efforts. Au lieu de donner à ses instincts la possibilité de juger négativement, on se maîtrise et on juge favorablement. Car cela va à l'encontre de la tendance naturelle. Et c'est la Gemara qui reconnaît ça, de l'homme, qui est de penser ou de dire du mal de l'autre. Pour preuve, il y a une halakha. Si votre maison, elle a 2 entrées, pour l'allumage de la Hanoukia, on doit allumer aux 2 entrées. Pourquoi? C'est une halakha. Pourquoi? Parce que si une personne, elle voit la première entrée sans l'allumage de la Hanoukia en bas, elle va dire, ah, tu vois, ce juif, il n'a pas fait sa mitzvah d'allumer la Hanoukia. Même s'il a allumé une entrée. Oui, il y a 2 entrées, il faut allumer aux 2 entrées. C'est une halakha. Alors, donc... Mais si on a par exemple 2 domaines, un magasin et une maison, est-ce qu'il faut aussi allumer sur la Hanoukia le magasin? Si c'est pour Marataïm, si c'est une mitzvah, mais en Israël, parce qu'en France, maintenant, il ne faut pas s'amuser à faire ça. Hein. Ensuite, nous avons la Gemara PA. Oui, il faut que je surveille l'heure. Esther, tu me dis, hein? Ça y est, alors on arrête? Juste la halakha sur la PA, c'est, vous savez, dans un coin de terrain, il est là, dans un coin de terrain, on doit pas labourer, ça doit être réservé aux pauvres, mais cette partie, ce lopin de terrain, il ne peut pas être au bout du terrain. Il faut qu'il soit à côté du chemin où les voyageurs passent. Voilà. J'espère que ça vous a rapporté.